Le grand peintre, Degas, m'a souvent rapporté ce mot de Mallarmé qui est si juste et si simple. Degas faisait parfois des vers, et il en a laissé de délicieux. Mais il trouvait souvent de grandes difficultés dans ce travail accessoire de sa peinture. Il dit un jour à Mallarmé : « Votre métier est infernal, je n'arrive pas à faire ce que je veux, et pourtant je suis plein d'idées. » Et Mallarmé lui répondit : « Ce n'est point avec des idées, mon cher Degas, que l'on fait des vers, c'est avec des mots. » Jongleur de mots, le poète, comme est jongleur de notes, le musicien. Sous cet aspect ludique, envisageons la littérature. Jeu d'ombre et de lumière dans la nature, jeu de silence et de parole dans le langage comme manifestation que la vie propose dans sa prodigieuse diversité. Pour divertir les honnêtes gens, le jongleur de foire fait tourner dans l'espace des balles, des masses ou des anneaux, et le poète, de même, s'exerce à faire virevolter dans l'espace sonore vocables, syntagmes ou fragments de phrases. Sérieux ou grave, développé ou réduit, tragique ou comique, le propos sera toujours de jouissance verbale, le dessein de reculer sans cesse les frontières permises par les doctes, la tentative de nommer autrement l'informulé du monde. Les mots, dans leur apparente organisation linéaire et réglée, glissent, dansent, s'entrechoquent, s'interceptent et se fusionnent pour le tracé impalpable dans l'espace qui a pris forme dans une phrase. Il arrive même que les mots rebondissent et ricochent dans la phrase répétée, comme s'ils participaient d'eux-mêmes à ce jeu. Désinvolte vis-à-vis des règles et trouvant néanmoins le moyen de formuler au plus juste sa pensée, Molière éblouissait Boileau le besogneux autant que le charmait Racine. On nous rebat les oreilles avec notre esprit cartésien fondé sur la logique et la raison, dont le propos repose sur un postulat sujet à caution. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, Descartes. Et que fait-on de notre esprit frondeur ? Ce qui m'enchante et me ravit chez les poètes, ce sont les libertés qu'ils prennent sans cesse avec une langue organisée et structurée selon des règles péremptoires pour lui donner des tours nouveaux que l'on imite aussitôt, comme si l'on n'attendait qu'un signe de celui qui s'approprie un langage autre. Honneur à l'intrépide. Le poète est un frondeur né ou n'est pas. C'est ainsi qu'il aventure toujours plus loin la langue officielle et la langue commune, et celle-là, parfois, par celle-ci, aux limites de l'extravagance, pour nommer plus avant ce qui n'est pas dit encore. Maître Corbeau sur un arbre perché. Qu'est-ce qu'un arbre perché ? L'on ne dit pas sur un arbre perché, l'on dit perché sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie, il faut dire ce que c'est que prose et que vers. Tant qu'on n'aura pas donné à l'écolier notion de ce qu'est le jeu verbal, il restera pantois devant la chose écrite, comme devant un langage énergumène, pour reprendre le mot de Valérie à propos d'Eros. Sans cesse, la vie défie toute classification. L'ornithorynque, mammifère dont la femelle sans mâle pond des œufs, l'hippocampe, mâle qui porte ses petits dans une poche ventrale, intrigueront toujours davantage un enfant par leur singularité que l'animal dont le comportement ne s'écarte guère des caractéristiques d'une classification savante. Si, au regard de la norme du langage qu'il utilise, un enfant prend conscience que « sur un arbre perché » ne veut rien dire, mais que « perché sur un arbre » est habituellement admis comme significatif, et que le poète a joué avec l'ordre des mots. Il ouvrira son esprit à d'autres possibles que peut lui offrir son propre langage. Il sera prêt à accueillir la nouveauté des langues étrangères contenues dans sa langue maternelle, et, partant, la singularité de celle que l'on parle ailleurs qu'en son pays. Or, le langage énergumène est aujourd'hui le langage officiel véhiculé par les médias, avec son vocabulaire réduit, sa syntaxe élémentaire et répétitive, ses tics qui se propagent comme des virus, ses néologismes barbares et ses anglicismes,
Son phrasé, souvent aberrant, conditionné par la lecture d'un texte qui défile sous la caméra. Et je ne parle pas des clichés d'intonation des films doublés. Aussi, les jeunes de 20 ans, lassés d'un signifié sans signifiance, sont-ils fascinés par un langage autre qu'ils interrogent, une signifiance dont ils pressentent un signifié plus vaste, en même temps que plus apte à désigner leur individualité. Et Racine, pour eux, n'est point mort, non plus que Molière. Ce sont les écarts par rapport à la norme médiatique régnante qui les alertent et les intriguent, car seul l'écart est significatif. La passion des jeunes pour l'alexandrin, objet premier de leur interrogation, est loin d'être une recherche archéologique. Ils sentent obscurément quelque chose palpiter dans l'énoncé de ces 12 syllabes qui leur parlent davantage que certaines formules dont est intoxiquée leur vie quotidienne. La phrase est, pour eux, un événement accessible auquel ils sont prêts à adhérer du plus profond d'eux-mêmes par son incarnation pour le muer en acte théâtral. Cette aventure compense l'impuissance ou les réduit l'annonce d'événements multiples que leur propose une demi-heure de journal télévisé. Ils sentent qu'il y a derrière les mots la singularité des tournures, l'archaïsme de certains vocables, une vérité tangible qui les concerne et à laquelle rien dans les études ne les prépare, car seuls, et cela est inéluctable étant donné la compétition internationale, sont privilégiées les matières monnayables au détriment de celles qui naguère structuraient la pensée de l'honnête homme et lui permettaient de trouver, sinon le bonheur, du moins un certain équilibre. Or, depuis Descartes, le dogme du rapport de cause à effet, s'il a jeté bien des clartés sur la connaissance que nous avons des choses et s'il est à la base de la recherche scientifique, reste en deçà du mystère que les poètes interrogent. S'élever au-dessus de son avatar temporel et terrestre pour donner à la pensée la forme verbale la plus pure, qu'alors soi-même on interroge. Voilà comme ont travaillé les plus grands poètes. Et la phrase, par eux, est devenue un objet vivant qui prend sa place singulière dans la nature dont on ne peut la dissocier. La nature veut que toutes les parties d'un discours, grandes et petites, soient unies comme le sont celles d'un tout naturel. C'est la vraie liaison et presque la seule qu'il y ait. On en voit l'exemple dans un arbre, fruits, fleurs, feuilles, branches, tiges, tout est un. Il y a de même une tige directe pour les idées et pour les mots. Jean Cocteau nous a laissé au cinématographe, j'emploie ici le mot dans sa totalité qu'il préférait, car il implique l'idée d'une écriture. Le testament d'Orphée, dont la vedette était une fleur d'hibiscus. De ses mains précises, en gros plan, il détachait séparément les 5 pétales de la fleur et le long pistil, puis il les cachait dans un pot de fleurs placé sur une table. Cette séquence fut projetée à l'envers et l'on put voir le poète tenant entre le pouce et l'index d'une main la tige de la fleur, la reconstituer de l'autre sous nos yeux d'enfants émerveillés. Chaque élément de la fleur, par sa forme et sa fonction particulière, est analogue à chaque élément de la phrase que l'acteur doit relier, comme le poète, à la tige de l'idée. Si la phrase est fleur, elle est aussi nourriture dans sa métamorphose orale. La fleur d'hibiscus naît du sang du poète, le verbe comme un fruit de l'arbre de l'Éden. La phrase est proposée comme une offrande à l'univers sensible. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous.